Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à corriger les exercices du bac pour s'y préparer. Donc aujourd'hui on va faire de la chimie et on va corriger l'exercice numéro 1 qui est sorti en 2022 en Polynésie française dans le sujet numéro 1. Donc on s'intéresse à la synthèse d'un ester qui a une odeur florale et qui s'appelle le benzoate de méthyle. Et donc son odeur florale le rend très utile en parfumerie. Et donc on va s'intéresser à la synthèse de cette molécule. Donc cette molécule, elle est synthétisée à partir de méthanol et d'acide benzoïque. Et dans un premier temps, donc il faut nommer le groupe caractéristique qui est entouré dans la molécule d'acide benzoïque. Donc, et le groupe qui est entouré, c'est ce groupe-ci. Donc là, on a un carbone qui est lié à deux oxygènes, donc avec une double liaison d'un côté et avec une liaison simple de l'autre. Et puis donc, c'est pas seulement lié à un oxygène, en fait, c'est lié à un groupe OH. Donc là, ici, ça, c'est un acide carboxylique. Et donc, c'est logique avec le nom de la molécule, hein, puisque quand on a une molécule dont le nom commence par acide et se termine par oïque, c'est qu'il y a un acide carboxylique à l'intérieur. Ensuite, il faut vérifier que la molécule D correspond à de l'eau. Donc la molécule D, c'est celle qui est dans l'équation bilan. Et donc là, ici, pour y voir un peu plus clair, on va réécrire l'équation bilan, mais avec des formules brutes. Donc là, ici, on a 7 carbones, on a 6 hydrogènes et 2 oxygènes, plus donc le méthanol, là c'est plus simple pour compter, c'est CH4O, qui donne donc le benzoate de méthyle, donc ça on nous donne sa formule, c'est enfin une formule quasiment brute, c'est C6, donc H8, non pardon, C6, C8 pardon, C8 H8O2 plus D. Donc là ici on a 7 et 1, 8 atomes de carbone à gauche, on en a 8 à droite, tout va bien. Les atomes d'hydrogène, 6 et 4, 10, on en a que 8 ici, donc il en manque 2. Et là, des oxygènes, on en a 2 et 1, 3, et là on en a que 1. On en a que 2, pardon, donc il en manque 1. Donc il manque 2 hydrogènes, 1 oxygène, donc de l'eau. Ensuite, dans la deuxième partie, on nous fournit un protocole. Donc on introduit les réactifs dans un ballon, on chauffe à reflux pendant 1 heure. Après avoir refroidi le milieu, donc dans l'étape 2, on verse le contenu dans une ampoule à décanter et on ajoute une solution d'eau salée. On agite et on sépare la phase aqueuse de la phase organique. Dans la phase organique, on ajoute de l'hydrogénocarbonate de sodium, on dégaze, puis on sépare encore les deux phases. Donc là, c'est une autre étape de décantation. Et puis finalement, on sèche la phase organique avec du chlorure de magnésium anhydre et on filtre. On nous demande de préciser le rôle de l'acide sulfurique dans l'étape 1. Donc l'acide sulfurique, on nous dit qu'on en ajoute 3 gouttes et que cet acide il est concentré. Donc dans les protocoles, quand on ajoute quelques gouttes d'un acide, généralement c'est que cet acide c'est un catalyseur et justement l'acide sulfurique n'apparaît pas dans l'équation bilan de la réaction, donc ça confirme cette idée qu'il est utilisé en tant que catalyseur. Donc là ici l'acide sulfurique c'est un catalyseur. Et ensuite il faut identifier le montage, donc parmi 3 montages qui sont proposés. Donc on nous dit qu'on fait un chauffage et un chauffage à reflux. On nous dit aussi d'ailleurs, sans parler de chauffage encore, qu'on fait la réaction dans un ballon. On peut déjà éliminer le montage A, parce que le montage A, le milieu réactionnel est mis dans un Erlenmeyer, donc on peut l'éliminer. Il reste à trancher entre le montage B et le montage C. Et donc là, on cherche un montage de chauffage à reflux. Donc qui serait plutôt le montage B, puisque le montage C, là, c'est plutôt un montage de distillation. Donc c'est le montage B, et puis pour la dernière question de cette partie, ah non, c'est pas la dernière question de cette partie, mais pour la question suivante, il faut donner l'un des intérêts du chauffage à reflux. Donc de la même manière qu'un catalyseur, enfin que l'ajout d'un catalyseur permet d'accélérer la réaction, généralement chauffer le milieu réactionnel, ça permet aussi de rendre la réaction plus rapide. Mais chauffer un milieu, ça peut créer de l'évaporation, donc des pertes,
Et pour éviter ces pertes, on fait un chauffage à reflux, c'est-à-dire qu'on va mettre un réfrigérant au-dessus du ballon pour recondenser les vapeurs et minimiser les pertes liées au chauffage. Donc voilà, le chauffage à reflux, ça permet d'accélérer la réaction tout en limitant les pertes. Ensuite, on nous donne des informations sur les différentes espèces qui sont utilisées, donc l'acide benzoïque, le méthanol, le benzoate de méthyle qui est le produit d'intérêt, et puis de l'eau salée saturée. Et donc à partir des pictogrammes de sécurité, il faut justifier les précautions prises. Alors évidemment au niveau des protections, c'est toujours des équipements de protection individuels, donc blouses, lunettes, gants, pour manipuler les produits, parce que là si on regarde les espèces qui sont utilisées, c'est pas des espèces très sympathiques, on a des espèces corrosifs, inflammables, toxiques et CMR. Donc CMR, c'est pour cancérigène, mutagène et reprotoxique. Donc c'est vraiment le pire, l'un des pires pictogrammes auxquels on peut avoir affaire. Donc toujours lunettes de protection, des gants, la blouse. On travaille sous une hotte chimique et aussi pour le traitement des déchets s'il y a des déchets. Il faut pas faire n'importe quoi. Les produits CMR, on les jette pas à l'évier, par exemple. Autant de l'eau salée. Bon, si c'est juste de l'eau salée, on peut l'acheter à l'évier. Les produits CMR, on évite et on les traite, on les met dans les bidons adaptés qui subiront un traitement adapté. Et il faut expliquer le choix d'ajout d'eau salée dans l'étape 2 du protocole de synthèse. Donc si on reprend un peu le protocole, l'étape 1, c'est la synthèse à proprement parler. C'est là où on va former le produit d'intérêt. Mais ce produit d'intérêt, il va être au milieu de plein d'autres choses. Il va être au milieu des traces d'acide sulfurique, des réactifs qui seront en excès, donc peut-être le méthanol, l'acide benzoïque. Donc en fait, il y a le produit d'intérêt, mais pas que. Et l'idée, ça va être de purifier ce produit d'intérêt et de l'extraire pour en avoir vraiment un maximum d'ester dans le composé final qu'on va récupérer. Et donc là, si on regarde un peu les données qui sont fournies. Donc dans l'eau salée, le benzoate de méthyle, il est insoluble. C'est ce qui est donné dans le tableau. Donc en fait, si on rajoute de l'eau salée, on est sûr que le produit d'intérêt va rester en phase organique, puisqu'il est insoluble dans l'eau salée. Par contre, l'acide benzoïque, il est un peu soluble dans l'eau salée, c'est très faible, mais c'est quand même un peu. Et par contre, le méthanol, lui, il est très soluble dans l'eau salée. Donc, quand on va rajouter de l'eau salée à la phase organique, les différentes espèces, elles vont avoir le choix entre aller plutôt dans la phase aqueuse ou rester dans la phase organique. Le méthanol, lui, il va aller dans la phase aqueuse. Et donc, on va déjà se débarrasser des traces de méthanol qui seraient en présence du produit. Et on va commencer aussi à se débarrasser des traces d'acide benzoïque, puisque même si la solubilité est faible, elle n'est pas nulle. Donc c'est pour ça qu'on utilise l'eau salée, pour récupérer donc des impuretés, mais sans prélever dans la phase organique le produit d'intérêt. Et ensuite, pour la question suivante, il faut identifier les espèces chimiques contenues dans chacune des deux phases. Ah bon, bah alors là, on commençait à en parler. Donc, dans la phase aqueuse, il va y avoir de l'eau, évidemment, mais il va y avoir aussi surtout le méthanol et un peu d'acide benzoïque. Et dans la phase organique, là, il va y avoir, alors évidemment, le produit d'intérêt, donc le benzoate de méthyle, et puis il va y avoir aussi de l'acide benzoïque. Ah oui, et donc, peut-être que pour la question précédente, pourquoi est-ce que c'était plutôt de l'eau salée plutôt que juste de l'eau? C'est parce que dans le tableau, on nous dit que le benzoate de méthyle, il est un peu soluble dans l'eau. Donc si on prenait de l'eau qui n'était pas salée, on perdrait un peu du produit d'intérêt au cours de cette étape. C'est pour ça qu'on prend spécifiquement de l'eau salée. Donc, pour la question suivante, on nous demande de montrer par l'équation d'une équation que l'ajout de la solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium permet de transformer l'acide benzoïque restant en ion benzoate. Donc pour ça, là on se rend compte que pour passer de l'acide benzoïque à l'ion benzoate, il y a une différence d'un ion H+. Donc
on a des histoires de réactions acido-basiques, donc bon, ça permet de savoir à peu près où on va. En plus, on nous dit que le couple acide carbonique ion hydrogénocarbonate, c'est un couple acide-base. Donc, bon, tout est cohérent. Donc là, on va avoir donc C6H5COOH, donc l'ester qui nous intéresse, plus les ions hydrogénocarbonate, qui vont donner donc C6H5COO- plus H2CO3. Donc dans la troisième partie, on nous donne un spectre infrarouge et on nous demande de justifier qu'il peut bien correspondre au produit d'intérêt. Donc dans le tableau qui est fourni, on nous parle de liaison OH. Donc là, a priori, ça va pas être utile. Enfin, il n'y en a pas dans la molécule. Et donc les liaisons OH liées, elles sont caractérisées par une large bande, enfin une bande qui est à la fois large et forte, autour de 3200-3400 cm-1. Là, il n'y en a pas. Donc, on s'attend pas à avoir de liaison OH dans la molécule, et c'est bien le cas. Pareil, OH d'acide carboxylique, il y en a pas. Des liaisons CH, bon, bah ça, il y en a, et on nous dit que c'est des bandes multiples qui sont assez faibles, autour de 2800, 3000 cm-1. Et là, on a un petit massif de bandes, donc qui peut correspondre aux liaisons CH. Et ensuite, on a ces doubles liaisons O, donc autour de 1700 cm-1, qui est forte et fine. Et là, on en a une. Et puis, la liaison la liaison simple entre un carbone et un oxygène, c'est autour de 1000-1300. Bon, alors là, on arrive dans ce qu'on appelle l'empreinte digitale du spectre. C'est un peu plus difficile à lire, mais on a l'air d'avoir, oui, une bande qui est forte et fine, juste avant 1300 cm-1. Donc, il n'y a pas de liaison OH, il y a des liaisons CH, il y a une liaison double carbone-oxygène, il y a une liaison simple carbone-oxygène. Donc c'est tout à fait cohérent avec la molécule qu'on est censé obtenir à la fin. Donc c'était la seule question de la partie 3, donc maintenant question 4. Donc on demande d'abord, donc avec les données qui sont fournies et puis le protocole, de déterminer les quantités de matière des réactifs qui sont mis en présence. On peut commencer par l'alcool. Donc pour l'alcool, on nous dit qu'on ajoute un volume de 4 ml. Donc 4 ml, c'est écrit au début du protocole, et on nous fournit aussi la masse volumique du méthanol. Donc c'est 0,79 g par millilitre. Donc on a le volume, la masse volumique, on peut avoir la masse, et on nous donne la masse molaire, donc on peut avoir la quantité de matière. Donc on a le volume fois la masse volumique, donc volume alcool, masse volumique alcool, divisé par la masse molaire de l'alcool. Donc là, attention, la masse volumique, elle est donnée en grammes par millilitre, et la masse molaire en grammes par mol. Donc on a envie de garder des grammes et des millilitres. Donc là, le 4,0, le volume, il faut le garder en millilitres. Donc 4,0 fois 0,79 divisé par la masse molaire de l'éthanol, qui est de 32,0. Et donc ça fait 9,9 10-2 mol. Pour l'acide, c'est un peu plus direct puisqu'on nous donne directement la masse. On nous dit qu'on met 12,2 grammes d'acide, et puis on a aussi la masse molaire, donc ça va aller très vite. 12,2 divisé par 122, ça fait 1,0010-1 mol. Il faut en déduire que les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc, quand on regarde l'équation de bilan, on a des coefficients égaux à 1 pour l'acide benzoïque et le méthanol. Et là, on a quasiment la même quantité de matière entre pour les deux réactifs, donc on est bien dans les proportions stoichiométriques. Ensuite, on nous dit que la masse expérimentale obtenue de benzoate de méthyle est de 9,11 g. Et pour la question suivante, enfin on n'a pas besoin tout de suite de cette information, pour la question suivante, il faut recopier le tableau d'avancement. Donc voilà le tableau qui est à compléter.
Donc l'état initial est déjà complété. Pour l'état intermédiaire, bon, ben, on va avoir Ni acide moins l'avancement. La même chose pour l'alcool. Là, ici, on n'a que des coefficients stoichiométriques égaux à 1, donc ça simplifie un peu les choses. Et ici, donc à chaque fois qu'on va consommer une mole de l'un et de l'autre, on va synthétiser une mole des produits. Donc là, on va avoir X, X. Et pour l'état final, bah, ça va être la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir X, on va avoir XF. Voilà. Donc pour la question suivante, il faut déterminer les valeurs des quantités de matière de l'ensemble des espèces présentes. Donc pas seulement ces expressions-ci, mais vraiment les valeurs numériques. Donc pour ça, on va devoir utiliser la masse de benzoate de méthyle qui a été formée. Donc cette masse, c'est égal à 9,11 grammes. Et ici, en fait, donc cette masse là de 9,11 grammes, elle correspond à l'avancement final XF. Il va falloir convertir cette masse en quantité de matière. Et donc, pour faire ça, on va avoir la quantité de matière qui est égale à la masse divisée par la masse molaire. Donc, on va avoir la masse expérimentale sur la masse molaire de benzoate de méthyle, autrement dit 9,11 divisé par 136. Et donc là, on sait que ça, de ce fait-là, c'est XF. On peut donc en conclure donc, que la quantité d'acide final, donc NF acide, c'est égal donc, à ce qu'il y avait au début moins l'avancement final, donc 3,3 10 moins 2 mol. Pour la quantité d'alcool, au lieu d'avoir exactement 1,010 moins 1, on avait 9,9 10 moins 2, donc on va avoir simplement 3,2 10 moins 2 mol. Et la quantité de matière finale en eau, ce sera la même chose que la quantité de matière finale en ester. Alors oui, c'est pas les bonnes notations ici, ça serait plutôt, c'est pas avec des F, c'est avec des EC pour à l'équilibre. Donc on va respecter les notations de l'énoncé. Et donc les deux seront les mêmes, et donc ça sera 6,7 10 moins 2 mol. Et pour la question suivante, il faut montrer que le rendement de la synthèse s'approche de 67%. Donc, c'est la question 4.5. Donc, pour calculer un rendement, on peut faire l'avancement final divisé par l'avancement maximal. Là, l'avancement maximal, c'est l'avancement si on avait tout, enfin absolument tout consommé. Donc là, les deux sont quasiment dans des proportions stoichiométriques pour les réactifs. Donc on aurait le rendement maximal qui serait à 9,910 moins 2. Et le rendement observé théoriquement, donc c'est celui qu'on avait trouvé là, donc 6,7 10 moins 2, et donc ça fait à peu près 0,67. Et pour finir, il faut proposer une méthode permettant d'améliorer le rendement de cette synthèse. Donc là, c'est une question qui a à voir avec les déplacements d'équilibre. Une fois que l'équilibre il est atteint, qu'on a atteint là le 67% de rendement, la réaction après va plus faire beaucoup. L'idée, c'est de forcer le système à aller plus loin. Donc il y a deux manières de faire. Soit on peut rajouter des réactifs, donc par exemple du méthanol, qui est moins précieux que l'acide benzoïque. Donc on pourrait rajouter plein de méthanol pour ne plus être dans les proportions stoichiométriques et forcer la réaction à continuer à se faire. Ou bien on peut éliminer des produits au fur et à mesure de leur formation. Et là, ici, en fait, il y a une façon d'éliminer de l'eau. C'est en utilisant ce qu'on appelle le montage de Dean-Stark. Et donc, en fait, ce montage, et j'en ai parlé justement dans ma vidéo sur les déplacements d'équilibre, permet d'éliminer l'eau au fur et à mesure de sa formation. Après, une autre méthode, hein, ça pourrait être d'attendre plus longtemps. Là, je ne sais pas si on nous dit que pendant combien de temps on fait la réaction. Pendant 1 heure, je crois, c'est ça. Bon, peut-être qu'en fait, au bout d'1 heure, on n'a pas encore atteint l'équilibre. Et si on attendait un peu plus, peut-être qu'on atteindrait les 70%. Peut-être que là, en fait, on n'était pas encore à l'équilibre. Et pour la question 5, là, on veut vérifier la quantité de matière en ion benzoate qui reste dans la phase aqueuse. Et on fait ça par spectrophotométrie. Donc, on nous donne le spectre d'absorption des ions benzoate. Et pour la première question de cette partie, il faut choisir la longueur d'onde à laquelle se placer pour faire les futures mesures.
Donc ce genre de questions, c'est toujours la même chose, il faut regarder là où l'absorbance est maximale, ce qui permet en fait de minimiser les incertitudes de mesure. Donc là, l'absorbance est minimale à 270 nanomètres, quand on regarde l'allure du spectre, donc c'est à cette longueur d'onde qu'on va se placer. Et il faut identifier le domaine spectral dans lequel l'absorbance est maximale. Voilà, donc 270 nanomètres, même là on nous propose entre 250 et 290 nanomètres, on voit que les urbenzoates absorbent, et ça c'est en dessous du domaine du visible, donc il y a entre 400 et 750-800 nanomètres, donc là on est dans le domaine des ultraviolets. Ensuite on dilue 100 fois la solution aqueuse qui est obtenue après la synthèse, et cette solution est appelée S. On réalise à partir d'une autre solution de benzoate de sodium, dont on connaît la concentration, une gamme de solutions de différentes concentrations. Donc la solution mère, c'est 1,0210-2 mol par litre, sa concentration, et on va faire une gamme de dilution. Et parmi la verrerie disponible, il faut déterminer celle qui permet de réaliser la préparation d'un volume V de 100 ml de la solution S3. Donc la solution S3, elle a une concentration de 2,5-10-3 mol par litre, si on regarde le tableau. Donc c'est une concentration 4 fois plus faible que la solution mère. Ça veut dire qu'il va falloir diluer par un facteur 4. On nous impose le volume, on veut 100 ml de solution, donc on n'a pas le choix, il faut prendre la fiole jaugée de 100 ml. Ensuite, comme on l'a dit, on a un facteur de dilution égal à 4. Donc ça veut dire qu'il faut prendre 4 fois moins le volume prélevé doit être 4 fois plus faible que le volume final. Donc 4 fois plus faible que 100, c'est 25. Donc il faut prélever 25 millilitres. Et ça, alors on le fait certainement pas avec un bécher, parce qu'il serait vraiment pas du tout précis. On va le faire avec une pipette jaugée, et ça tombe bien, on nous propose une pipette jaugée de 25 millilitres. Donc ce qu'il nous faut, c'est la pipette jaugée de 25 ml et la fiole jaugée de 100 ml. Ensuite, on nous dit que les mesures spectrophotométriques ont été réalisées, elles sont reportées sur la figure 6, et on obtient une courbe d'étalonnage, dont on nous donne d'ailleurs la concentration. Là, on nous dit que l'absorbance, c'est 88,1 fois la concentration molaire. Et pour la dernière question de cet exercice, il faut montrer que la quantité de matière en ion benzoate restante dans la phase aqueuse est égale à peu près à 3,3-10-2 mol. Donc pour ça, bon, a priori, on va utiliser la courbe d'étalonnage, et on nous dit que la solution S, donc celle qui a été diluée 100 fois par rapport à la solution initiale, elle a une absorbance de 0,29. Donc, là, ici, on sait, d'après la courbe d'étalonnage, que l'absorbance d'une solution est reliée à la concentration de la solution en ion benzoate par la relation A est égale à 88,1 C. Ce qui veut dire que si on cherche la concentration de la solution S, eh bien on peut dire qu'elle est égale à l'absorbance de S divisé par 88,1. Autrement dit, là on a 0,29 sur 88,1. Et ça fait 3,3 10-3 mol par litre. Donc là, on a bien le 3,3 auquel on doit aboutir, mais c'est pas la bonne puissance de 10. Mais pas de panique. On n'a pas fait d'erreur, mais il faut juste pas oublier ce qui a été fait auparavant. La solution, elle a été diluée 100 fois. Donc la concentration initiale dans la phase aqueuse, donc disons si on l'appelle, C benzoate, c'est 100 fois CS. Donc autrement dit, c'est 3,3 10-1 mol par litre. Et là, c'est toujours pas la bonne puissance de 10, mais encore une fois, pas de panique, on ne demande pas la concentration, on nous demande la quantité de matière. Donc là, on n'a pas encore terminé. Mais bon, on a une concentration, on veut une quantité de matière, donc il faut un volume. Donc on cherche un volume dans l'énoncé. Et il faut le volume de la solution aqueuse. Donc voilà, donc elle est donnée au début de la partie 5, juste avant la figure 6. On nous dit dans la phase aqueuse de volume total égal à 100 ml. Donc là ici la quantité de matière, ça va être égal au cas C benzoate fois le volume de la solution de la phase aqueuse. Autrement dit, 3,3 10-1 fois
110 moins 3. Et ça fait 3,3 10 moins 2 mol. Et c'est la valeur à laquelle on devait aboutir. Donc, tout va bien. Donc, c'était la dernière question de cet exercice. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à laisser un j'aime à la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.